Bonjour à tous. Donc on va continuer un peu dans les rêves. J'ai l'impression que cet après-midi on parle de rêves scientifiques, de rêves qui... c'est beau d'avoir des rêves et je pense que c'est le rôle des scientifiques aussi de penser à des projets qui paraissent irréalisables et qui un jour deviennent concrets. Donc aujourd'hui je vais parler d'un rêve qui est en train de prendre forme en Australie et en Afrique du Sud, qui va devenir une machine incroyable pour nous aider à mieux comprendre notre univers qui nous entoure, mais qui est également un outil pour le développement, ce que je vais expliquer dans cette présentation. Donc, je suis William Garnier, je suis responsable de la communication donc, pour le SKA Telescope, le Square Kilometre Array. Donc on commence par s'inspirer par cette magnifique image de quelque chose que vous reconnaissez sûrement, c'est la Voie lactée. Donc c'est chez nous, on est là. On est la Voie lactée, notre galaxie, c'est une galaxie spirale. Nous, on est dans un des bras de cette galaxie. Voilà. Donc on arrive à la voir, si on s'éloigne un petit peu de la pollution lumineuse, on arrive à la voir comme ça. J'espère que certains d'entre vous ont eu la chance de la voir comme ça. Elle est magnifique. Si on se rapproche un petit peu, on fait un petit zoom, on se rend compte que dans cette Voie lactée, juste entre parenthèses, la Voie lactée, c'est une galaxie parmi des centaines de milliards de galaxies. Donc, voilà, on est tout petit, ça nous ramène à notre condition d'être humain. Donc si on regarde d'un petit peu plus près, on se rend compte qu'il y a des ombres, des taches noires un petit peu dans cette galaxie. Ce n'est pas qu'il n'y a rien dans ces endroits-là, c'est juste que l'œil humain et les télescopes optiques, par extension, qui sont des yeux un peu plus gros, n'arrivent pas à voir ce qu'il y a derrière, n'arrivent pas à percer ces zones, qui sont des zones de gaz, des zones de poussière. Mais en fait, c'est des zones très importantes, il se passe beaucoup de choses dans ces zones-là, puisque c'est des zones de formation d'étoiles et de formation de planètes. Donc, juste l'état des lieux de l'astronomie, donc évidemment j'oublie, enfin je ne peux pas citer tout le monde, je cite les gros projets actuels et futurs en astronomie. Donc on commence par la radio, donc avec le SKA dont je vais parler, Square Kilometre Array, qui couvre toute une bande, tout un type de lumière, la lumière radio, disons, une grande portion du spectre électromagnétique, pour ceux à qui ça parle. Ensuite, on a ALMA, qui est déjà construit, qui fonctionne, qui a déjà de formidables résultats au Chili, à 5000 mètres d'altitude, donc dans plutôt les micro-ondes, les ondes millimétriques, submillimétriques. Ensuite, on va avoir le James Webb Space Telescope, qui va remplacer Hubble, dont vous avez certainement entendu parler, qui va être lancé en 2018, selon le plan actuel. Donc dans l'infrarouge, et le visible également. Et ensuite, on a toute la famille des Extremely Large Telescopes, dont le plus gros est le télescope européen de l'ESO, près de 40 mètres de diamètre. Mais il y en aura plusieurs. Voilà. Donc, on couvre une grande partie du spectre avec ces télescopes-là. Donc, je reviens maintenant sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la radio, donc le SKA. Donc, le prochain grand projet scientifique. J'en entends certains qui disent que je suis prétentieux de parler comme ça. Il se trouve que ce n'est pas moi qui le dis. Bon, ça ne marche pas, je voulais faire... Mon effet est loupé, c'est pas grave. Donc c'était mes enfants qui confirmaient mes propos. Si on peut mettre du son pour la prochaine vidéo. Bon, très bien, c'était pour l'anecdote. Un peu plus important, ça dépend pour qui. Space Station and the Large Hadron Collider, the world's next great science project is the Square Kilometre Array. Donc ce gentleman, c'est le ministre scientifique anglais. Donc ça, c'était un statement qui est, excusez-moi pour mon faux français, qu'il a prononcé il y a quelques mois. Donc voilà, en considérant le SKA comme le prochain grand projet scientifique après la International Space Station et le Large Hadron Collider. On a un autre exemple ici. Non, il est sympa, mais on va avancer. On a un autre exemple, ici la commissaire européenne pour la recherche et la science. Donc pareil, dans un discours d'inauguration récemment dans une conférence, parler du SKA comme étant l'un des grands projets de recherche d'infrastructure. Donc ce sont juste des exemples de personnalités politiques à haut niveau pour vous montrer que le SKA est aujourd'hui, fait partie des discussions à très haut niveau parmi les grands projets de recherche d'infrastructures internationaux. Alors pourquoi ce terrain de foot? Je pense qu'il y a certains fans ici dans la salle. Donc c'est juste pour expliquer
qu'est-ce qu'est le SKA? Pourquoi on appelle ça le SKA, le Square Kilometer Array? Donc ça va être le plus grand radiotélescope. Square Kilometer Array, ça veut dire un réseau d'1 km carré. 1 km carré, c'est énorme, c'est 1 million de mètres carrés. Il se trouve que la maison mère, l'organisation mère du SKA se trouve à côté de Manchester. Donc, qui dit Manchester dit football. Donc, voilà, ça c'est le Old Trafford, Manchester United. Donc, pour donner un ordre d'idée, 1 km carré, ça correspond à quoi? Ça correspond à 50 Old Trafford? Non. 100 Old Trafford? Non, encore plus. En fait, c'est 140, l'équivalent de 140 terrains de foot. Ça va être toute notre surface collectrice de lumière. C'est-à-dire on va recevoir des photons sur une surface équivalente à 140 terrains de foot. Donc, énorme projet. Donc, je vous le disais, le siège de la SKA Organization se trouve à côté de Manchester, à l'ombre, au pied, à l'ombre du Lovell Telescope, ici, qui est le 3e plus gros radiotélescope du monde. C'est un seul télescope, donc c'est le 3e plus gros de son type. Donc c'est là où on se trouve, c'est là où on supervise tout le projet au niveau global. Quant au télescope en tant que tel, il va être composé en fait de 4 instruments, donc 2 instruments en Afrique, une grosse partie en Afrique du Sud, mais également en Afrique, et 2 autres instruments en Australie. Donc en Afrique, on aura des milliers de ces antennes, qui sont des antennes paraboliques de 15 mètres de diamètre, réparties, donc, comme je vous le disais, dans 9 pays africains. On aura également, dans un deuxième temps, des espèces de grosses antennes toutes plates. C'est une nouvelle technologie qui est en train d'être développée, qui permet d'observer plusieurs régions du ciel en même temps. Et donc, on n'a pas du tout de partie mobile, donc c'est ça qui est intéressant. Et en Australie, on aura des centaines de milliers, jusqu'à 1 million de ces antennes qu'on voit là-haut, qui sont, on appelle ça des arbres de Noël, elles font 2 mètres de haut, c'est des dipole antennas. Donc jusqu'à 1 million de celles-là, et également une centaine de disques paraboliques. Alors la science, évidemment l'objectif principal du SKA, c'est de faire de la science. Donc on va essayer de répondre aux questions les plus fondamentales, les questions qui nous intéressent tous. Donc on a mis ici quelques exemples. C'est intéressant de voir que là, ça se recoupe beaucoup avec le CERN. Donc d'un côté l'infiniment petit, de l'autre côté l'infiniment grand. Mais au final, pour essayer de répondre à des questions qui sont parfois les mêmes. Donc des questions au niveau de l'astronomie et également au niveau de la physique. C'est un instrument de physique. Donc essayer de comprendre ce qu'est la gravité, essayer de comprendre ces grands champs magnétiques qui sont dans l'univers. On sait qu'ils existent, mais on ne comprend pas exactement pourquoi ils sont là, comment ils sont là et quelle est leur influence, disons, sur l'évolution de l'univers. Quelle est l'énergie noire, etc. Comment se sont formées les premières étoiles? Et une question qui nous intéresse tous, sommes-nous seuls dans l'univers? Donc ça, c'était la partie science. La partie technique, c'est ce qui est en train de se passer. En fait, c'est une révolution informatique. Donc, on a tous entendu parler de Big Data. C'est un mot très à la mode. C'est parfois un peu galvaudé. Beaucoup parlent de Big Data. Le SKA, c'est vraiment le projet Big Data par excellence. Pourquoi? Voilà, comme vous le voyez ici, rien qu'en parlant des antennes paraboliques, toutes les informations qu'on va recevoir, ça va être équivalent à une dizaine de fois le trafic Internet mondial à l'heure actuelle, donc 10 fois. Et si on rajoute les arbres de Noël dont je vous parlais tout à l'heure et les autres antennes toutes plates en Afrique, ça sera plus de 100 fois le trafic Internet mondial qu'on va devoir traiter. Donc ça vous donne une idée des challenges qui nous attendent. Donc évidemment, c'est des technologies qui n'existent pas à l'heure actuelle, donc des gens sont en train de travailler là-dessus. Et donc on aura besoin d'ordinateurs pour traiter toute cette information qui devront être 100 millions de fois plus puissants que vos ordinateurs personnels que vous utilisez tous les jours. On m'a piqué mon verre. Donc, où est-ce qu'on en est? Il y a eu beaucoup de développement ces dernières années. Pardon, donc le concept est né au début des années 90, c'est comme ça que ça fonctionne, les grands projets scientifiques, comme on vous l'a dit, de recherche fondamentale. En 2012, j'ai zappé un peu 20 ans, voilà, on n'a pas le temps. 2012, la décision a été prise d'installer le télescope en Afrique et en Australie. Et depuis, donc beaucoup de développement. Donc l'année dernière, notre Board of Directors a décidé de mettre un plafond pour le coût de la première phase du projet qui correspond à 10%, pas au niveau du coût, mais au niveau des instruments. Donc on va être à 650 millions pour une première phase.
On est en train de travailler sur la phase de design, donc de pré-construction, design final du télescope. 120 millions ont déjà été investis par différents partenaires un peu partout dans le monde. On est dans la phase de recherche, de sécuriser les fonds pour commencer la construction. On a eu une bonne nouvelle donc, il y a quelques mois avec le Royaume-Uni qui a annoncé officiellement, c'était le premier pays à annoncer sa contribution pour la construction de la première phase du SKA. Donc le UK a mis 100 millions de pounds sur la table, ce qui correspond à 1/5 à peu près de ce dont on a besoin, donc c'est une très bonne nouvelle. Et on va commencer la construction en 2017, les premiers résultats scientifiques 2020, et ensuite la deuxième partie du projet à partir de 2023-2024. Donc évidemment, ce sont des efforts qui ne peuvent pas être conduits par un seul pays. Donc c'est une collaboration globale. Donc on voit tous les pays partenaires en bleu ou dans des teintes de bleu ou rayés pour les pays hôtes. L'Inde est un partenaire associé qui est en train de devenir membre à part entière. Donc ça correspond à 40% de la population mondiale, si on compte en nombre d'habitants, notamment grâce à la Chine et à l'Inde, bien sûr. Et vous voyez ici tous les partenaires africains, donc qui sont en rose, qui ne financent pas le projet, qui sont partenaires. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Et il y a d'autres pays qui sont intéressés et qui sont en train de nous rejoindre. Donc on a la France qui devrait nous rejoindre, on l'espère d'ici peu, d'ici quelques mois, quelques années. Les États-Unis ont exprimé leur intérêt également. L'Espagne, le Portugal, officiellement, est en train de nous rejoindre. Donc c'est une excellente nouvelle. Le Japon est intéressé, etc. Et évidemment, on est ouvert à tout type de collaboration avec les entreprises privées, avec des donateurs, etc. Je laisserai un formulaire dehors pour ceux que ça intéresse. Donc on est dans cette phase de design, donc avec des partenaires du monde entier. On a une centaine d'institutions partenaires, universités, institutions scientifiques, industries, comme IBM, Google, Cisco, etc., qui travaillent déjà pour nous, enfin pour développer les technologies. Donc ça correspond à peu près 400 scientifiques, ingénieurs partout dans le monde. Voilà, ici, ils sont divisés en plusieurs paquets, en fait, plusieurs groupes de travail, disons, work package. Je ne rentre pas dans les détails, c'est assez technique. En ce moment, il y a quand même des choses qui se passent. Évidemment, il faut qu'on prépare le terrain pour le SKA, donc en Afrique et en Australie. Et il y a également ce qu'on appelle des precursor telescopes, c'est-à-dire des télescopes qui sont déjà sur le terrain ou qui sont en train d'être installés. Là, c'est de la construction, qui sont en train d'être installés ou certains font déjà de la science et en fait qui permettent à petite échelle de nous donner une idée de ce que va être le SKA et de permettre de tester des développements technologiques. Donc ça, c'est ASCAP en Australie, il est construit en phase de commissioning. MWA, c'est des petites antennes basse fréquence qui fait de la science déjà. Et là-bas, c'est Meerkat, c'est en Afrique du Sud. Ça, c'est la première antenne qui a été installée fin mars, donc c'est une photo assez récente. Et ils sont en train donc de construire leur précurseur, leur télescope précurseur, disons, en Afrique du Sud également. Donc voilà. Alors pour construire un projet de cette ampleur, on a besoin de beaucoup de soutien. Alors un soutien politique, j'ai donné des exemples. Là, c'est une photo des ministres scientifiques des BRICS qui ont visité le site en Afrique du Sud il y a peu. Un soutien de l'industrie, de la communauté des ingénieurs. Donc, gros événement ici, grosse foire en Allemagne l'année dernière, avec grosse présence d'IBM qui parlait de projets sur lesquels ils sont impliqués pour le SKA, qu'ils sont en train de développer. Pour l'anecdote, j'ai mis juste un tweet, c'était il y a 2 jours. Donc voilà, là, ils parlent de 2 fois le trafic Internet mondial pour une première phase. Donc, quelque chose qu'ils sont en train de développer. Donc, ça, c'est important pour nous d'avoir ce soutien-là. IBM, ils sont suivis par 50 000 personnes. Donc, tout de suite, ça donne une visibilité au projet qui est importante. Soutien de la communauté scientifique, évidemment. Ça, c'est une conférence qu'on organise le mois prochain en Sicile. Ce ne sera pas désagréable. On a 250 personnes inscrites pour la conférence. Donc, voilà, des gens du monde entier, des scientifiques du monde entier dans différents domaines de recherche qui vont être là pour parler des capacités scientifiques du projet. L'appui des local stakeholders, très important également, évidemment. Donc on a plein d'initiatives, je ne vais pas rentrer dans les détails, en Afrique du Sud et en Australie. Soutien du public, voilà, on participe à pas mal d'événements un peu partout dans le monde, conférences, etc. Ça, c'est des petites antennes qu'ont fabriquées les enfants en Australie. Et soutien des médias, j'ai juste mis cet exemple voilà, du Sun Professor Brian Cox. Donc c'est un article tout récent. Bon,
voilà, c'est un journaliste, je suis moi-même un journaliste. Là, le titre est un peu misleading, comme on dit. 2020, on devrait savoir si on est tout seul. Je ne sais pas, on verra. Alors pourquoi construire le SKE, pour ceux qui ne sont pas encore convaincus? Donc évidemment, l'objectif premier, faire de la science, comme on l'a dit. Ça sera un instrument qui sera 50 fois plus puissant que les instruments actuels, notamment Hubble. Donc quand on voit ce que Hubble a découvert, on peut imaginer ce qu'on devrait découvrir avec le SKE. Par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'on est seul dans l'univers? S'il y a une civilisation autour de nous qui utilise les mêmes technologies, des radars, des téléviseurs, etc., dans notre voisinage proche, c'est-à-dire jusqu'à 50 années-lumière, on va être capable de détecter ces signaux. Voilà. Donc pour ça, comme je vous disais, on a besoin de beaucoup de monde, beaucoup de soutien de par le monde. Mais ce n'est pas forcément une motivation première pour les gouvernements et ceux qui nous financent. Disons, la science, ça peut les intéresser, mais ils ont besoin de voir des retombées économiques, socio-économiques, de l'impact, disons. Donc l'impact, on sait qu'on va avoir des spin-offs, lesquels, difficile à dire, évidemment. On peut juste se baser sur le passé. Donc il y a eu des exemples tout à l'heure, je ne vais pas y revenir dessus. Ça, c'est des exemples qui sont issus de la recherche fondamentale en astronomie et ou en radioastronomie. Donc le Wi-Fi que vous utilisez tous à l'heure actuelle, il n'est possible que grâce à un développement qui a été fait par des radioastronomes en Australie. D'ailleurs, vous payez, vous contribuez pour la patente. Il y a une petite partie qui part au CSIRO en Australie grâce à ça. Le GPS, on en a parlé, l'imagerie médicale, etc. Donc, forte retombée socio-économique. Il y a des études qui ont été faites pour 1 pound, euro, whatever, investi dans la recherche fondamentale. Ça correspond à 10 fois plus qui reviennent dans l'économie par divers moyens. Et donc, tout ça, pour le SK, dans une première phase, ça coûte 650 millions. Dernière partie, donc, on revient un peu sur Terre. On arrête de parler de la science. Ça, c'est un projet, Human Capital Development Program, qui a été mis en place par les partenaires sud-africains, qui est une des raisons d'être de la candidature sud-africaine pour être un des pays hôtes du SKE. C'est vraiment cet aspect-là. Donc, ils ont fait de gros efforts là-dessus. Je ne vais pas parler de l'Australie, fait également beaucoup de choses dans l'éducation, etc. Mais aujourd'hui, je vais me focaliser sur l'Afrique. Donc, ce programme-là est résumé ici en images et ici en quelques chiffres. Donc, qui a commencé en 2005 avec 9 bourses qui ont été allouées. Depuis, c'est quasiment 600 étudiants boursiers qui ont été financés par SKE en Afrique du Sud, qui sont des post-docs, des positions de post-doc, de positions académiques, professorships, etc. Et sur les 600, donc, il y en a 37 qui sont maintenant docteurs, 95 qui ont un niveau de master. Voilà. Ça, c'est une photo de la conférence annuelle des étudiants diplômés. Donc, tous les ans, on les réunit pour qu'ils racontent un petit peu leur projet d'études, etc. Quelques exemples rapides. Donc là, c'est Anna Joseph, qui est la première astronome noire en Afrique du Sud à recevoir un postdoc fellowship en 2013. Ici, on a Michel Knights, qui a gagné la compétition FameLab en Afrique du Sud, qui consiste à divulguer la science, disons, et qui avait été financé par SKE South Africa. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on finance non seulement des gens en Afrique du Sud, des étudiants en Afrique du Sud, mais également dans les autres pays partenaires. Donc là, on a les chiffres avec tous les pays partenaires. Je crois, on aura des images plus tard. Un des éléments de ce programme, ce sont les workshops, les trainings. Donc voilà des photos. Avec des exemples concrets, donc une personne du Mozambique qui a terminé son PhD à Liverpool et qui est maintenant retourné au Mozambique pour faire du capacity building, etc. Un exemple, un Kenyan qui est pareil, qui a fait des trainings en Afrique du Sud et qui est retourné en Nairobi pour faire de l'enseignement, etc., etc. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Un dernier aspect, c'est le développement local. Donc ça, Carnarvon, c'est la ville la plus proche du site en Afrique du Sud. Et ça, c'est un projet, c'est assez récent. Donc avec l'industrie, notamment Intel qui a payé 350 ordinateurs portables pour les écoles de la région, donc tout neuf. Ils ont connexion Internet, évidemment, puisque c'est
exactement là où c'est entre le site du SKA et là où on va devoir analyser les données. Donc ils ont une meilleure connexion que vous et moi à la maison. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui booste évidemment le développement local. Et là, c'est le centre communautaire où la même chose. On a mis des ordinateurs tout neufs, accès à Internet, etc., qui est ouvert donc, à toute la communauté dans le village. Si vous êtes intéressé par ces aspects-là, il y a un bureau de l'Union astronomique internationale, c'est le Office of Astronomy for Development, qui est basé en Afrique du Sud, géré par Kevin Govender. Et il y a également une plateforme pour participer, pour développer des coopérations entre l'Afrique et l'Europe dans le domaine de la radioastronomie, l'innovation, la recherche, etc. Ça s'appelle IRAP. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Ici, on a des liens, vous pouvez nous suivre, Facebook, etc. etc. Est-ce qu'on a 2 minutes pour une petite vidéo ou pas? Qui résume tout ce que je viens de vous dire. Donc j'aurais pu la mettre au début. C'est parti. Merci. Enjoy. Du son. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour William? Thank you very much, Gagné. I cannot stay silent when there is an antenna. You have introduced... Don't be too technical. Don't be too technical, please. Okay, then just stop. Okay, I'm not thank an you. engineer. Okay, then we can talk it later, okay? Well, as you want. If it's technical, yeah. Or maybe Yeah, it's not technical. Okay. Yeah, okay, fine. So there is a new antenna which you have introduced apart from the parabolic dishes. Yeah. I wanted you to comment why. Is it on looking at its broadband characteristics, the web type, the spider type antenna, number one. Number two is, don't you think that in the next 25 or 40 years, there will be a better way of capturing, out of space data? Apart from, unlike planting, big heavyweight infrastructure of the sort that you've done, in future we're looking into issues of Internet of Things, sensor technologies, integrated collaborative, data sharing of things. So don't you think that this would be wasteful in the next 25 to 40 years of time? And if so, wouldn't you want to incorporate energy harvesting characteristics, like it's collecting data, but where the data is not being collected, periodically or in real time, then the same infrastructure could be used to collect electromagnetic energy, like solar collectors or concentrators. Now it becomes electromagnetic concentrator over the ultra-wideband you're considering.
Okay, so it's many questions. Some are technical. I already forgot the first one. Yeah, why these big ones? So actually, these big tiles, you know, sort of antennas, it's a new technology which is under development by some colleagues. So the good thing of that is they don't move. You know, when you are in these remote locations in Africa, whatever, it can be complicated for the maintenance. So in this case, it doesn't move. So you know, you just get rid of all these issues that you can potentially have. So that's one thing. And then it's a technology which allows you, I can show you a diagram if you want. It allows you to see literally different parts of the sky at the same time. So you can observe, you know, something there, and do different science with the same instrument, which doesn't move. And you just, it's all, you know, behind in the electronics and the computing part of it. So this is the way it works. So it's under development. It's a cutting-edge technology, a new technology. Second thing, science. Yeah. So this is the lifetime of these projects. You know, like 40, 50 years, hopefully more. If you look back in time, so you still have some on the ground, some observatories, radio telescopes or optical telescopes, which still do great science, like Arecibo, like the VLA, etc. You can upgrade them with new technologies up to a certain point, obviously. So yes, it takes time, you know, between the first thoughts in some bright people's mind, and between it delivers science, and then, you know, it can last for many years. So you don't want to just to anticipate and say, well, look, maybe in 10 years we will have a new technology, so let's not, you know, let's just wait and see. No, you can't do that. So you need to do with what you have to anticipate and say, well, we can develop this new technology based on different things and different, you know, theories. So this is what we do. And hopefully there will be a new technology or new technologies in 20 years from now to do some exciting science as well, which doesn't mean that this one will be dead, you know. Last one, I don't know. Maybe later. Okay, Carlo. Pardon. William, Ah, yeah. peut-être tu l'as dit au début et j'ai zappé la chose. Les 650 millions d'euros, c'est pour quelle... c'est pour la première phase du projet. Voilà. On a divisé le projet en deux phases, parce que c'est très gros. Donc pour sécuriser, disons, les gouvernements, on leur a dit, OK, pour l'instant, on se focalise sur la première phase, 10% du SKA total. Et donc on a 650 millions pour le fabriquer. Voilà. Et donc c'est de l'argent public ou bien il y a un mélange des deux et qui paye le plus? OK. Quand je dis on a 650, on a cette fourchette, cette enveloppe. On n'a pas encore l'argent, comme je l'ai dit. On se laisse encore 2 ans pour sécuriser les financements. Donc pour l'instant, il y a 11 pays membres. Donc ce sont eux qui payent. Donc oui, c'est de l'argent public, c'est les taxpayers qui financent. Donc pour l'instant, l'argent vient de là. Ensuite, comme je l'ai dit, on est ouvert à d'autres types de collaborations avec des partenaires privés ou des donateurs, etc. I have a simple curiosity question. You shown in your presentation, and it was repeated in the ad at the end, that dark energy is one of the elements on which your program is based. I'm curious to know how you connect dark energy search and observation to your SKA device. What are you using? How are you connecting dark energy with SKA? Well, first, dark energy, we should explain for the... I know what dark energy is. Well, maybe you know, but you know, it's not only you in the room. So dark energy was a concept which was basically invented to explain something that was seen, that was observed. So back in the 90s, at the end of the 90s, and some people noticed that the expansion of the universe was accelerating. So to explain this acceleration of the expansion of the universe, we introduced this term, the dark energy, which we don't really know what it is, actually. And these people won a Nobel Prize, actually, for this discovery. So because the SKA will observe, in many different fields of astronomy, including the early stages, the so-called cosmic dawn, then we will be able to observe, the full evolution of the universe. So hopefully, we might be able to get some clue about what dark energy is. It's just one
one hypothesis, if you like. And dark energy, some people actually in the science community don't believe in dark energy. You haven't convinced me, but because I don't understand how your telescope is used in order to give us a handle on dark energy, a specific handle. Because well, okay. Or it's just a general wish? It is. I mean, these are okay, all okay. topics that we plan to address. We don't know if we will, I thought you had a program tackle on them. this. It's, it's not the key goal. It's not the key objective. I thought you had a program on this. Yeah, we do. Well, obviously, when you build a Then can you tell me what it is? multi-billion-dollar telescope, you have a program. So we have science cases. I can give you Can you tell the me book. what it is? Sorry? Your program, what is it? I think the I best won't go thing, into the details, but I think, Carlo, the best thing is to go to the website, because I think William is not a professional scientist. No, I'm not. And as I can give you the book, and we have obviously science cases, that we will address. That's clear. Okay. Essentially, look at the 121 centimeter line. That's Yeah. what you observe. Well, it's the main, it's the first objective, if you like. So you can see the formation of stars, of planets, The etc. early stages of exactly. Yeah. Go back in time, right after the Big Bang, the cosmic dawn, to observe the neutral in hydrogen. all the regions of the universe at the same time. Till now, yeah. It's one of the objectives. And by the way, 650 million, I always thought this should be divided by pi, but it would be multiplied by 10 times and then pi. Well, we'll see. Okay, I think we better move on. So thank you again, William, very much.